C'était très douloureux parce que les gens ont un index. On te dit, voilà, celle-là, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est dans le mariage, elle garde l'argent de son mari pour rien, que je ne serai jamais mère. Mais bon, je me suis remise à Dieu. Des fois, je pleurais toute seule. Je pleurais toute seule. Après, je me consolais toute seule aussi. Et il y a des grandes personnes qui me donnaient des conseils en Afrique. Comme on dit que si l'eau se verse du canari, c'est mieux que le canari se casse. Que n'importe comment, Dieu va me donner d'autres. Bonsoir, mesdames, sœurs chéries. Bonsoir. Bonsoir, Faousia. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Yasmine, toujours classique. Merci, toi aussi, t'es toute belle. Tout aussi gracieuse, merci. Je suis très heureuse de vous retrouver. D'ailleurs, C'est je suis partage. très heureuse d'être avec vous parce que je sens qu'on va passer un bon moment. Mais nous aussi, on a hâte. Hein. Comment vous sentez l'épisode de ce soir? Assez intéressant. Ben, ça fait des mois qu'on a débuté cette aventure-là. On a touché des sujets assez piquants. Ouais, Des sujets piquants On a fait du chemin. qui ont laissé plus de... pas indifférents en tout cas. Ouais. Vous le savez, je pense que ça s'est ressenti à travers les réseaux sociaux, sous nos posts, dans les différents commentaires. Et pour ma part, ça m'a permis de réaliser la nécessité et le réel besoin d'en parler, de ces sujets-là. C'est tellement important, tous ces messages, ces informations de professionnels qui nous ont été laissés. C'est tellement important de relayer, de partager, d'en parler davantage que je pense qu'on fait bien encore de se réunir ce soir. Donc, pour l'épisode de ce soir, il est assez spécial. Hein? Je suis si excitée d'ailleurs. Ça se sent, hein? On va recevoir la première invitée. Ok. Elle s'appelle Yao Clotilde. Elle a 25 ans. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne. D'accord. Ok. Bonsoir Clotilde. Comment ça va? Bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous. Mais nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous. Franchement. Tu es toute belle. Merci. Et puis, vous m'avez invité une Ivoirienne, donc ça me fait chaud au cœur, là. Moi, je me sens un peu moins seule parce que je ne suis plus le seul bébé de la team. J'ai ma copine avec moi. Donc, tu penses qu'on va s'acharner sur elle? Je dirais bien. Comment ça va? Oui, ça va, je dors. Ça va super bien. Ah, tu merci. Tu as vu un peu ces épisodes-là de Faut l'ouvrier, madame? Oui, j'ai aimé Tu as aimé? et j'ai beaucoup appris aussi pendant ces épisodes-là. Je me suis retrouvée un peu dans chaque épisode. Ouais. Donc, ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment abordés partout, mais c'est important aussi de voir qu'il y a des femmes comme vous qui en parlent. Et c'est vraiment c'est un plaisir pour moi. Ben, ça fait plaisir de voir que tu es avec nous, de voir que tu as suivi les épisodes et de voir surtout que tu t'es retrouvé dans chaque épisode. Parce qu'après, je pense que c'est ça l'objectif aussi. Et Permettre à chaque personne de se retrouver, de retrouver peut-être son expérience ou de donner envie de partager son expérience en tout cas. Tu as parlé de ces différents épisodes dans lesquels tu t'es retrouvé. Est-ce que tu as eu des épisodes préférés à toi? oui, je peux dire la première épisode, et puis le premier épisode, pardon, et le 6e. Dans le premier épisode, on a abordé la question de la menstruation. Oui, Je pense que c'est la première phase pour la jeune fille, avant toutes les autres phases qui vont suivre, et c'est assez important. oui, Parfois, ça peut être très traumatisant, je sais de quoi je parle. oui, un peu. Oui, et j'ai envie de te demander comment tu as vécu cette première phase-là, la question de la menstruation, les premières règles, comment tu as vécu tout ça? Je peux dire que j'étais traumatisée parce que j'étais à l'école primaire quand c'est venu. Je n'étais pas forcément informée de genre, comment ça allait venir, comment réagir quand j'allais voir. Et je me rappelle très bien, j'étais au CM2 quand c'est venu la première fois. Et je partais chez mon père, vu que son entreprise était juste à côté de mon école. C'est sa secrétaire qui a vu et elle a dit que elle t'est partie te chercher des serviettes, des habits de rechange pour que tu puisses te changer avant de partir à l'école. Sur place, je n'ai pas pris ça
comme quelque chose qui allait revenir chaque mois. Pour moi, c'est venu une fois. Bon, c'est fini quoi. Donc, c'est un peu ça. Et c'était pas forcément traumatisant en tant que tel. C'est vrai que voir la chose venir comme ça fait peur au début, mais après, c'était bien quand même. Mais dis-nous, Clotilde, donc tu as eu tes premières menstrues de façon inattendue, tu savais pas ce que c'était. Le mois d'après, tu t'es posé des questions, tu as demandé des choses, on t'a enseigné un peu dessus ou tu savais toujours pas ce qui allait arriver? Je peux dire, je vivais avec mon père qui était un père célibataire. Ok. Et c'est pas forcément la première conversation qu'il peut avoir avec une petite fille qui va avoir ses règles et tout. C'est vrai que sur le coup, sa secrétaire m'a aidé avec les serviettes hygiéniques et autres, mais pas plus que ça. Donc, à quel moment tu comprends ce que c'est les règles, l'impact que ça peut avoir, que tu pourrais éventuellement tomber enceinte? C'est un peu plus tard, parce que pour moi, vu que c'est venu une fois, dans ma tête, ça allait plus venir. Ok. C'est ce que je me suis dit. Mais tu n'en avais jamais entendu parler? Si, souvent, parce qu'il y avait des cousines qui avaient des règles, qui étaient plus âgées que moi, et elles souffraient de ces règles-là. Bon, après, je n'ai pas demandé si ça vient chaque mois. Je n'ai pas cherché à savoir. Wow. C'est incroyable quand même. Hein. Donc, elle aussi aimerait voir du sang arriver, une personne l'aide, sans lui donner plus d'informations, elle vient avec son papa. Et donc, c'est au fil de l'eau, peut-être quoi, en 3e, en 4e, que tu apprends vraiment ce que c'est, ou bien avant quand même? Ça, au 6e. En 6e. Au 6e. Pendant ce temps, tu as des règles chaque mois, Oui, tu achètes quand même des serviettes hygiéniques, tu arrives à trouver des... À chaque fois, ça me surprenait. Tu sais pas comment compter, tu connais pas ton cycle. Et c'est après que papa a commencé à m'envoyer des petits carnets qu'on donnait à la pharmacie. Il me demandait de noter à chaque fois que ça venait et à chaque fois que ça finissait. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est difficile quand même, hein, pour les hommes, pour les papas, de devoir accompagner leur fille dans cette étape, on va dire. Mais tu parlais pas avec tes cousines pour en savoir plus ou pas? Non. La question ne m'intéressait pas. Aborder ça comme ça ne m'intéressait pas trop. Parce que toi, tu n'en voyais pas les enjeux. C'était quelque chose qui arrivait et puis ça arrivait tout simplement. C'est tout. Et c'est quelque chose qui restait tabou. Oui. Qui restait tabou. Elle n'était pas peut-être censée avoir l'information. Et moi, j'ai envie de lui demander après, à la suite de l'épisode, avec ton expérience personnelle, aujourd'hui en tant que jeune fille, si tu pouvais revenir en arrière, quel message aurais-tu souhaité avoir? Parce que dans notre discussion, on s'est rendu compte que jusque-là, c'est un sujet qui reste tabou. De un, de deux, on donne toujours de mauvaises informations. Aujourd'hui, je pense que l'occasion peut être saisie pour entendre une voix de jeune fille par rapport à un message. Vraiment, le message que tu souhaiterais vraiment avoir en étant jeune. Parce que j'imagine, quelque part, à 10, 11 ans, avoir ses règles, en étant avec son papa, sans pour autant... Ça doit être assez lourd quand même. Donc, si je te posais la question comme ça, là, c'est la chose qui m'est venue en tête. Si je devais avoir l'information, je pourrais dire que la première des choses que j'aurais dû faire, c'est dire que ça allait venir chaque mois. Et voilà, tu dois te préparer aux conséquences. Genre, dès le départ, en fait. Parce que moi, vu que c'est venu le premier mois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, après, ça n'est plus venir. Donc, c'est quelque chose qui vient une fois et puis après, ça part. Et ça revient. Oui, après, ça part. Pour moi, c'était comme ça. Mais après, j'ai vu que le mois suivant, donc, c'est venu. J'étais obligée de lui dire, ah, c'est venu. Il a dit, ok. Tu vois? Et donc, lui, maintenant, il s'est rendu compte que, ah, bon, pas rendu compte, peut-être il a dû oublier la première fois. Et il a envoyé les petits carnets. Il dit, ah, maintenant, si ça vient, voici ce que tu dois acheter. Voici le carnet, tu dois noter pour ne pas, pour mieux suivre genre, ton cycle menstruel. Donc, toi, j'aurais voulu qu'ils te disent, ça va venir chaque mois, ma fille. Mais juste ça ou quand même plus de détails sur ce que c'est, ce que ça représente, un peu d'éducation sexuelle, on va dire, enfin, de bas niveau, mais plus de détails sur ce que ça représente réellement. Oui, donc, j'aurais voulu dire, qu'est-ce que aujourd'hui, si tu parles à un papa qui voit sa fille qui est aussi M2, qui a ses règles, quels sont les conseils que tu lui donnerais? Déjà, c'est lui dire que
Dis à ta fille qu'à arriver à un certain âge, elle aura ses règles. Et ces règles-là vont venir chaque mois. Et voici genre les règles en question, voici ce qui va sortir. Parce que la jeune fille, quand elle voit le sang, elle se dit qu'elle est blessée. Mais ce n'est pas le cas. Et puis après, on se dit que, bon, si on ne doit pas... Si ça ne vient pas, mais si la jeune fille se dit que ça ne va pas venir chaque fin du mois, ou bien ça vient une fois et puis après, basta. Elle continue à s'amuser et tout. Ça serait un problème. Donc, il vaut mieux qu'ils disent, ma fille, ça vient chaque mois. Voici comment ça va se passer. Tu peux avoir des douleurs. Si tu vois que non, c'est inhabituel, voici ce qu'on doit faire. Et puis voici comment on doit gérer la situation. Tu viens m'informer et puis en retour, je gère. Après, je pense que ça rappelle la question de la préparation à cette phase-là. On en avait parlé une fois. Et tu soutiens le fait que c'est nécessaire de préparer la jeune fille à cette phase-là, de lui en parler, puis de lui faire comprendre que c'est une phase normale, puis de l'accompagner tout simplement. Après, tu m'as parlé aussi de l'épisode 6. Moi, ça m'intrigue beaucoup de savoir ce qui t'a autant marqué dans l'épisode 6, parce que moi, j'ai eu la chair de poule un peu. Donc, j'ai bien envie de savoir ce qui t'a marqué dans ce passage-là. Comme toute jeune fille, il me dit que c'est le postpartum qui fait peur. Parce qu'on est jeune, c'est vrai qu'on voit autour de nous nos camarades qui font des bébés et tout. Après, il me dit que c'est bien beau d'avoir des bébés, mais comme elle vit la chose, on voit que déjà son corps change. Moi, c'est cette partie-là qui me fait peur. Il me dit que, si de suite je tombe enceinte, après mon corps va changer, est-ce que je peux redevenir comme j'étais avant? Ou bien, est-ce que je dois faire d'autres choses? Ça fait vraiment peur. Je te comprends tellement. Donc, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Tomber enceinte, vivre la grossesse ou après par rapport à ton corps? C'est tout le processus. Donc, c'est la grossesse, le postpartum, etc. Oui. Et donc, tu appréhendes que ton corps change au point où tu ne pourras pas forcément le reconnaître et que tu te dis, bon, je vais devenir trop différente, je ne sais pas si je vais m'accepter. Oui, je me pose ce genre de questions. Est-ce que je vais arriver à me dire, bon, ça a arrivé, tu dois accepter le corps, ou bien tu dois faire du sport pour maintenir ton corps d'avant bien. C'est un peu ça me fait peur. Donc, tu nous poses la question? Oui. Fatma, tu vas répondre à la question. Fatma, tu peux répondre à la question de Clotilde, s'il te plaît? Je me demande si tu as peur de ce processus ou du regard de la société. Parce que souvent, c'est les jugements, les regards qu'on reçoit qui pèsent le plus sur nous, que souvent on peut se sentir très à l'aise dans notre vécu quotidien. Mais souvent, on prête trop attention au regard des autres. Est-ce que ce ne serait pas quelque part ça? Non, pas forcément. Je ne regarde pas ce que les autres vont penser. C'est plutôt quand tu regardes les habits que tu portes aujourd'hui, que ce ne sont pas les mêmes habits que tu portais hier. C'est un peu... Même sans la grossesse, tu sens que des fois, ton corps change. Et donc, tu t'habitues, tu fais du sport, etc. Moi, j'ai envie de te dire, pour répondre à ta question, que c'est la même chose. Ton corps changera forcément, d'une façon ou d'une autre. Ton mental changera, ta façon de vivre va changer, tout changera. À toi de savoir en tirer le meilleur pour justement t'accepter et aller de l'avant. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit des femmes qui sont postpartum. Hier, elle a accouché, son ventre est plat comme tout. Mais il faut surtout pas regarder ça et se dire, bon, je vais vivre mon process, traverser la vague et après on verra. Parce que c'est step by step, tu vas prendre les choses une à une. Il y aura déjà tellement de choses à gérer. Faut juste pas s'oublier dans l'histoire et puis ne pas se mettre de pression sans pour autant se laisser aller, quoi, tu vois. Donc, c'est le conseil que je peux te donner. Mais n'aie pas peur. D'accord. Mais bon, il faut peut-être en profiter pour susciter la discussion et faire le plaidoyer. Je pense que notre objectif aussi, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'elle a plus peur de l'inconnu, quelque chose qu'elle n'a pas encore vécu. Elle a déjà eu à traverser la phase première règle où elle n'a reçu aucune information. Je pense qu'aujourd'hui, l'occasion est donnée pour renforcer cette éducation. Aujourd'hui, ça dépend des pays. Aujourd'hui, nous, au Sénégal, on dit éducation à la santé de la reproduction, qui est adaptée à l'âge des jeunes-là et qu'on leur donne toutes les informations pour qu'elles sachent à l'avance que c'est la vie
de la femme. C'est le processus normal dans la vie d'une femme qui est là. Donc, qu'on soit maman, qu'on ne soit pas maman, voilà les étapes qu'on est susceptible de vivre. Maintenant, avec les bonnes informations, au moins tu es à l'aise, tu sais à quoi tu peux t'attendre. Et puis, voilà, tu vis la vie comme tu veux, quoi, quelque part. Alors, dans tout ce que tu as dit, je me suis un peu revue il y a quelques temps, quand on parlait tout ensemble et tout, avec mes grandes sœurs là. Mais je pense que c'est important de savoir tout ça. C'est juste, comment on dit, l'inconnu qui fait peur. Et par exemple, en parler, se préparer à la phase, par exemple, pourrait nous faciliter la tâche. Et nous permettre de savoir que c'est pas le gouffre, quoi. Ça devrait aller forcément. Oui, après, tout ce que moi je voyais dans ce que tu disais, c'était la décision même de vouloir le bébé. Tu vois, la possibilité de le faire en tant que jeune fille, la peur derrière est-ce que je serai apte à faire le bébé? Est-ce que je pourrais moi-même, que ce soit physiquement, émotionnellement, accompagner ce processus-là? Mais oui, je pense que mes grands se sont revenus sur tout. Et c'était bien de pouvoir discuter de tout ça avec toi. J'espère que tu vas sortir d'ici moins tétanisé à l'idée de faire un bébé et de vivre tout ce processus-là. Merci. Merci à vous. Merci Clotilde. Merci vraiment. Devenir maman, c'est une étape que toute femme appréhende d'une façon ou d'une autre. La grossesse, l'accouchement, le postpartum, tellement d'étapes à surmonter. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour nous en parler que nos mamans expérimentées qui peuvent nous donner justement des conseils, nous partager leur vécu et surtout nous transmettre un message parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de micro, pas de podcast et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous Tanti Mariam Dembélé. Alors, maman, grand-mère et aussi très bien expérimentée qui, en plus de ça, a regardé justement nos conversations sur tout ce qui est accouchement, postpartum. Et Tanti Mariam, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour discuter. C'est moi qui suis la plus heureuse. Et tu es très, très, très belle. D'être sur votre plateau. On est ravis. Merci. Alors, Fatmata Faouzia, on va aujourd'hui avoir les retours d'une maman qui est déjà grand-mère. Et Tanti Mariam, on aimerait savoir, donc, je sais que tu as 5 enfants. Oui. Mais tu as eu beaucoup de grossesses, tu as eu à traverser beaucoup de choses sur justement ce parcours de la maternité. Oui. Et donc, j'aimerais savoir comment tu as justement vécu ces différentes expériences par rapport à tes grossesses, à la maternité de façon générale. Merci. Et pour l'expérience que j'ai eue, ou des expériences, il y en a beaucoup. Mais je vais en citer quelques-unes. Donc, j'ai eu des fausses couches. Fausses couches avant d'avoir mon aîné. J'ai fait 4 fausses couches. Pour la première ou fin du premier trimestre. Les autres, deuxième ou une partie du 3e trimestre. Donc, le fœtus était bien formé. C'était des bébés, des tout petits bébés déjà. Donc, j'ai eu ces expériences qui ont été très douloureuses pour moi. C'est après ces 3 fausses couches que j'ai eu mon aîné. Et après l'aîné, j'ai fait une fausse couche encore. Donc, après ça, les autres sont venus sans problème. J'ai eu 4 autres enfants. Wow. Donc, j'ai 5 fausses couches, 5 enfants. Wow. 10 grossesses. C'est beaucoup. Félicitations. Merci. Et surtout, on n'imagine pas justement ce cheminement-là, comme il a été douloureux, de se dire qu'on veut un enfant et de devoir traverser tout ça, tu vois, de la douleur sous douleur en espérant, ce que beaucoup de femmes vivent d'ailleurs. Hein. Oui, beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience. Je pense qu'on a eu à aborder dans ce parcours de podcast de la fausse couche, du désir de grossesse, et qui peut être très lourd
pour les dames. Donc, entendre cette expérience de fausse couche cumulée avant d'avoir le premier enfant, j'imagine la résilience derrière, la douleur derrière. Et j'imagine aussi, bon, il y a eu un décalage. Aujourd'hui, on est en 2025. Oui. Avant, c'était moins, enfin, plus compliqué peut-être parce que les progrès ont été notés certes depuis lors, mais bon, voilà. Comment tu t'es sentie en tant que femme africaine dans notre contexte où l'enfant est à la limite sacrée? On vit cette succession de fausses couches-là. C'était très douloureux parce que les gens ont un index. Ouais. On te dit, voilà, celle-là, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est dans le mariage, elle gâte l'argent de son mari pour rien, que je ne serai jamais mère. Mais bon, je me suis remise à Dieu. Des fois, je pleurais toute seule. Je pleurais toute seule. Après, je me consolais toute seule aussi. Et il y a des grandes personnes qui me donnaient des conseils en Afrique. Comme on dit que si l'eau se verse du canari, c'est mieux que le canari se casse. Que n'importe comment, Dieu va me donner d'autres enfants. Et c'est ce qui est arrivé. Je remercie Dieu. Oui. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, tu avais quand même le courage d'en parler avec certaines personnes en qui tu avais confiance pour ne pas garder toute cette douleur pour toi seul. Voilà. Donc, c'était important d'avoir des gens de confiance autour de toi à qui tu pouvais en parler. Oui. Mais par contre, bon, il y a d'autres qui se cachent pour parler mal de toi. Et on est en Afrique, ça te revient. Des fois, tu sens, ça te fait mal. Après, tu acceptes. C'est ce qui m'est arrivé. Et on parle de quelle année? Ça date de quand? C'était quelle période pour les fausses couches? Les fausses couches, bon, c'était de 79 à 83. Donc 79 à 83, maintenant on est en 2025. Et je pense que même aujourd'hui, la même pression encore sur... Donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis tellement d'années et tellement de femmes en souffrent. Aujourd'hui, Tante Mariam, on a la chance, on dit Dieu merci, elle a pu avoir des enfants. Mais Pour combien de celles qui- femmes traversent ça et justement n'arrivent pas forcément à avoir des enfants et de vivre finalement la grossesse. Et encore pour revenir sur par rapport à avant, tout ce qui était accouchement, comment ça s'est passé? Tu as eu de belles expériences? C'était accouchement par voie basse, césarienne? Est-ce qu'il y avait vraiment plusieurs choix possibles, péridurale, tout ce que nous on a aujourd'hui là? Est-ce que vous aviez tous ces choix? Bon, le choix, c'était la césarienne seulement à ce moment. Ok. Mais moi, j'ai fait tous mes accouchements à voix basse. D'accord, donc sans Et problème. ça s'est bien passé. Après, l'idée de la fausse couche déjà intelligente. Oui. Et ce que moi j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que derrière tout ça, tu as pu détecter une cause peut-être derrière tout ça qui t'a facilité le processus des prochaines grossesses qui ont tenu le long? Est-ce que derrière il y avait une cause détectée, que ce soit à l'hôpital, que ce soit une question de santé ou je sais pas, un médicament mal pris ou bien un médicament qui ne devait pas être pris, quelque chose qu'on ne devait pas consommer? Il n'y a pas eu de cause. Tous ces fausses couches ont été spontanées. Ok. Spontanées. Je peux être avec vous comme ça, en train de causer. Peut-être 15-10 minutes, je me lève et je sens que ça ne va pas. Et bon, si on déclenche, je n'ai rien encore. On n'a pu rien détecter pour mes fausses couches. Et après toutes ces phases-là, tu te fais accompagner par la famille, par les proches. Oui. Tu t'affrontes juste seul jusqu'à ce que ça passe et que... Non. Bon, avec la famille m'a toujours accompagnée. Ça, je pense que c'est très important d'avoir une famille qui te soutient. La famille m'a toujours accompagnée. Mais par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es sentie comme pas une vraie femme? De te dire, moi, j'ai des grossesses jusqu'à 3-4 fausses couches. Est-ce que je suis pas une vraie femme? Parce que je n'arrive pas à garder un bébé en mon sein. Oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé et c'était très douloureux. Très douloureux. Oui.
Parce que ça aussi, c'est la société, je pense, qui Oui, fait que mais après, tu vaux c'est même pas. mon mari qui me conseillait. Mhm. Il dit, il n'y a pas de problème, un autre va venir. Oui, Et oui. par contre, au quatrième fausse couche, c'est lui qui a fondu en larmes et moi, je riais. Oh. Parce que toi, tu étais finalement J'étais habituée habituée. et tu t'attendais même pas à ce Et que les l'enfant reste. sages-femmes qui pleuraient parce qu'ils ont vu mon carnet. Donc, ils ont vu fausse couche, Fausse couche 1, fausse couche 2. et c'était le quatrième maintenant. Donc, eux, ils ont fondu en larmes. Moi, ça me disait plus rien. C'est comme une habitude, c'était comme une habitude chez moi. Mais elle a dit quelque chose de très fort. Son mari la Son soutenait, mari. c'est lui qui l'encourageait. Et c'est comme si c'était un relais finalement. Donc, Ouais. 1, 2, 3 fois, il la soutient. 4e fois, c'est lui qui craque. Elle est finalement le soutien. Et comment, c'était fausse couche 1, fausse couche 2 en l'espace de combien de temps? Ça suivait 2 mois, 6 mois? C'était des grossesses rapprochées ou pas du tout? Non, c'est le 3e et 4e qui ont été rapprochés. D'accord. Et même le gynécologue n'avait pas su que c'était une grossesse. Mais moi, je savais que c'était ça. Parce que j'étais habituée. J'étais habituée. D'accord, donc c'est quand même des grossesses rapprochées, mais ça tenait pas au final, après la 4e fausse couche, c'est ça, il y a eu le premier garçon. Oui, le premier Et garçon. comment Et le premier et le bébé. c'est un garçon. Tout le monde l'attendait, un garçon. Un garçon. Oui, c'est lui qui a 2 enfants maintenant. Dans notre jargon, quand on a ces cas-là, on l'appelle grossesse précieuse. Grossesse précieuse. Oui. Ah oui, Même dans les cas, que souvent, on met ça pour montrer à tout le monde que ça, là, il faut bien suivre. Oui. On mentionne, on appelle ça grossesse précieuse. Mais j'ai envie, après avoir vécu toutes ces épreuves douloureuses, et enfin, il y a le bébé. Moi, j'ai connu une fausse couche et après mon enfant est venu. Donc, je connais un tout petit peu. Donc, j'imagine une personne qui vit ça 4 fois, comment ça peut être douloureux. D'autant plus qu'il m'arrive jusque-là de repenser à ce que c'était d'eux, ce que voilà, comment, quel temps, il m'arrive toujours ça arrive, on ne s'en démord jamais. Oui. Maintenant, après la naissance comment tu as vécu la grossesse, l'accouchement, ça, j'imagine la joie. Oui. J'ai bien vécu la grossesse. Moi, bon, le premier trimestre est difficile pour moi. Ah. Je vomis beaucoup, je n'ai pas de force. Mais après le premier trimestre, ça va, je n'ai pas de problème. Jusqu'à l'accouchement. D'accord. Mais du coup, pour toi, c'est juste le premier trimestre, après ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois, quel conseil tu donnes à ta fille ou à ta belle-fille, vu que tu es grand-mère aussi, de quoi? 3, combien de petits-enfants? 3. Bah, félicitations, franchement. Le 4e. C'est vraiment, c'est une grâce. Quel conseil, justement, tu donnerais à une jeune fille qui est enceinte aujourd'hui par rapport à la grossesse et surtout même par rapport au postpartum? Donc, quand on finit d'accoucher, on a beaucoup de douleurs. Est-ce qu'il faut rester dans son coin ou il faut aller vraiment chercher de l'aide, soit dans l'entourage, soit dans quelqu'un qui est assez spécialisé? Quel conseil tu donnerais à Faouzia aujourd'hui si elle doit tomber enceinte? Ça, c'est vraiment maman à sa fille. Je voulais ce message pour moi et je voulais d'ailleurs en parler. J'ai une amie qui est passée par là. Oui. L'étape de la fausse couche, l'expérience de la fausse couche en tout cas. Et qu'est-ce qu'on devrait retenir quand on est une jeune fille qui passe par cette étape-là, en plus du message à toutes ces jeunes femmes-là qui voudraient un bébé? Moi, ce que je conseillerais aux jeunes filles, de consulter dès qu'ils ont un retard. En général, les gens ici, ils attendent 3 mois avant de voir la sage-femme ou bien le gynécologue. Dès le premier mois, ils doivent voir le gynécologue ou la sage-femme. Des fois, il y a des problèmes au début même qu'on ne sait pas. C'est eux seulement qui peuvent le détecter. Et il y a les échographies qui peuvent nous montrer tout. Donc, c'est ce que moi, je les conseillerais. De voir les spécialistes, les médecins, les sages-femmes, les gynécologues, pour voir. Et quel regard
En tant qu'aujourd'hui, une femme qui a vécu, qui a connu, aujourd'hui, on en voit toujours qui indexe. Je pense que tu as connu aussi ça. Oui, elle n'est pas capable de... Aujourd'hui, quel message aujourd'hui il faudrait laisser à toutes d'abord à toutes ces femmes qui pointent du doigt, mais à toutes ces femmes aussi qui vivent cette épreuve. Bon, moi, je dirais à ces femmes d'être courageuses. Et comment dirais-je, c'est Dieu qui donne. Donc, ils n'ont qu'à croire à Dieu. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, chacun a ses croyances. Donc, ils n'ont qu'à croire à Dieu. Il ne faut pas qu'ils se recroquevillent sur eux-mêmes, qu'elles soient ouvertes et qu'elles aillent vers les médecins. C'est seulement eux qui peuvent leur dire, tu vas avoir oui ou non. Tu peux avoir une grossesse et même, il y en a avec le traitement, ils peuvent en avoir. D'autres se cantonnent sur ça, je ne peux pas avoir. Ils restent chez eux sans voir les médecins, alors qu'en voyant les médecins, peut-être c'est un tout petit problème qu'ils vont pouvoir résoudre. Donc moi, je les conseille de voir toujours les médecins. Tonton Myriam, merci. Merci. Merci pour ton temps, merci pour tes partages, merci pour ta tendresse, merci pour ta sagesse. Mais Yasmine, il faut remercier tonton. Oui, on dit merci aussi à tonton parce que il a été là. C'est rare d'avoir justement des hommes qui sont là et présents. Donc c'est normal, c'est ce qui est normal, mais on lui dit quand même merci. Et c'est vraiment ce genre de choses justement qu'on a besoin d'entendre. Et on incite justement les jeunes filles, les jeunes femmes à avoir plus de discussions comme ça avec leur maman, leur grand-mère, parce que on en apprend toujours. Toujours, En tout cas, on a été ravis de t'avoir avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. De m'inviter sur votre plateau. Je suis la plus heureuse. Ah, ça nous fait plaisir. En tout cas, tu es tout en beauté et on adore ton sourire. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames, vous avez dit que j'avais raison d'être surexcitée. Oui, c'était vraiment très intéressant. Des invités de qualité comme on aime. Et puis les expériences. Oui. Que ce soit Tonton Myriam qui nous a partagé toutes ces expériences, c'est tellement profond. Tu sens qu'elle a du vécu. Mais que ce soit aussi avec Clotilde où elle nous partage ses interrogations, tu sais, c'est un peu ses craintes. Et ça, je pense que c'est très, très pertinent, surtout pour les jeunes filles qui se posent toutes ces questions. Et c'est aussi intéressant de voir que nos conversations, en fait, précédentes, aient pu marquer, sont suivies, que ça touche. Donc, ça fait vraiment plaisir aussi. On a pris un plaisir à partager ce moment-là tout ensemble et à côté de toutes ces invités. Vraiment. De toute façon, on aura l'occasion de vivre des moments tout aussi importants, tout aussi marquants. Cette fois-ci, qui c'est avec des hommes. Ah oui, on attend que... Ah, tu vois. Eh bien, on a hâte de partager ce moment-là une fois de plus aux côtés des hommes cette fois-ci. C'était l'épisode 8 de Faut l'ouvrir, madame. Et bientôt.